Salut CryptoFan, c'est Monsieur TK. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis plus motivé que jamais, car vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube, mais également sur Twitter et le Discord. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais trêve de bavardage, et abordons sans plus attendre le vif du sujet, rig de minage, quel composant choisir. Pourquoi ce sujet en particulier ? Car vous semblez être de plus en plus nombreux à vous intéresser au monde du minage, et pour certains, il s'agit généralement d'une première approche et d'un premier pas dans le monde du mining. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos dédiées aux débutants, ayant pour but de les aider et leur faciliter la compréhension de cet univers, mais je ne partais toujours du principe que ceux-ci savaient plus ou moins ce qu'était un rig et de quoi il est constitué. Cette vidéo a donc pour but d'expliquer en détail de quoi on parle quand les mineurs vous parlent de monter un rig pour miner de la crypto. Alors pour débuter, la première chose à savoir est, au fond, c'est quoi un rig ? Eh bien un rig, ce n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Bon, je vous l'accorde, sur le papier, un rig a tout d'un PC, mais dans la pratique, on est souvent très loin de l'image que l'on peut se faire d'un ordinateur classique. Le rig partage donc avec l'ordinateur pratiquement l'ensemble de ses composants, à quelques exceptions près. On y retrouve notamment une carte mère, un processeur, de la mémoire RAM, une mais généralement plusieurs cartes graphiques, etc. Généralement, pour ceux qui ont déjà vu sur le net ou en vrai un rig, l'image qui lui est associée ressemble généralement à cela. Mais il existe également des rigs sous d'autres formes, comme celle-ci, ou encore celle-là. Bon, pour la dernière, j'avoue que c'est spécial. Mais peu importe la configuration ou la forme, le but est toujours le même. Obtenir un maximum de puissance de hash pour miner un maximum de coins. Il faut bien commencer par un composant, et j'ai choisi en premier lieu la carte mère, car c'est elle qui va déterminer bon nombre d'éléments qui vont venir se monter par la suite. Le choix de la carte mère n'est donc pas à prendre à la légère, car c'est notamment elle qui va vous imposer le nombre maximum de GPU que vous allez pouvoir installer, mais également le choix du processeur et de la mémoire RAM. Les points d'attention importants sont, premièrement, le nombre de ports PCI. En effet, c'est sur celui-ci que vous allez devoir brancher vos cartes graphiques et il est impossible d'en rajouter par la suite. Si vous souhaitez donc monter 12 cartes sur une même machine, assurez-vous que votre carte mère propose au minimum 12 emplacements PCI. Les cartes mères que je vais qualifier de classiques n'en proposent généralement que 3 ou 4. Si vous souhaitez pouvoir brancher plus de cartes, tournez-vous alors vers des modèles spécial minage comme l'ASRock H81 Pro BTC qui en propose 6, ou encore la fabuleuse Asus B250 Mining Expert qui permet de monter jusqu'à 19 GPU sur une même carte mère. Secondement, le socket du processeur. Chaque carte mère propose un socket qui correspond à une gamme de processeurs. Par exemple, une carte mère socket 1150 ne peut accueillir que des processeurs 1150. Mettre un autre type de processeur, par exemple un 1151, ne fonctionne pas et vous risquez d'abîmer de manière définitive votre carte mère. Cette série de chiffres ou de lettres est toujours indiquée et vous devez impérativement la respecter. Pour finir, le type de mémoire RAM. En fonction de votre choix de carte mère, le type de RAM que vous allez devoir utiliser est également imposé, DDR3 ou DDR4. Comme pour le processeur, si votre carte mère accepte de la DDR3, n'installez surtout pas de la DDR4 et vice versa. Voici pour moi les 3 points d'attention qui doivent vraiment nourrir votre réflexion. Sachez cependant qu'une carte mère, ce n'est pas seulement cela, mais tout un tas d'autres choses, comme le nombre de ports USB, le type de la carte réseau, la présence de chipset intégré pour l'affichage vidéo, etc. Dans le cas du minage, ces points sont généralement peu intéressants car n'étant pas ou peu utilisés par le mineur. De manière générale, si vous souhaitez vous lancer dans le minage, je vous conseille vraiment de vous diriger vers une carte mère spécialement dédiée au mining. En effet, celles-ci sont généralement au même prix que les cartes mères plus classiques en apportant avec elles tout un tas d'avantages, comme notamment un BIOS spécialement destiné pour le minage. Alors, en 2 mots et en essayant de simplifier au maximum, le BIOS d'une carte mère, c'est un peu comme le système d'exploitation de la carte mère. Celui-ci est ultra basique et ne permet que de faire le strict nécessaire, à savoir configurer votre carte.
Et c'est notamment là-dessus que les cartes mères dédiées au minage tirent leur épingle du jeu. En effet, le BIOS est généralement préconfiguré pour le minage et permet notamment la gestion de nombreux GPU, une gestion optimisée de la RAM et j'en passe. Bref, la plupart du temps, avec ce type de carte mère, peu ou aucune opération n'est nécessaire de votre part. Pour une carte mère plus classique, il faudra mettre les mains dans le cambouis et vous assurer que celle-ci prenne en charge vos nombreux GPU, et faire l'ensemble des réglages manuellement. Une fois votre carte mère choisie, vous aurez besoin d'un processeur, appelé dans le milieu CPU. Celui-ci est en quelque sorte le cerveau de votre machine, et c'est lui qui va réaliser la plupart des opérations hors minage. À partir du moment où vous respectez le choix du socket de votre carte mère, vous êtes libre de choisir n'importe quel processeur. Généralement, le mineur choisit un processeur peu cher et peu énergivore de type Pentium ou autre. Si votre machine ne vous sert qu'au minage, pas besoin de prendre un modèle plus puissant, un modèle d'entrée de gamme est largement suffisant. De plus, autre avantage, généralement sur ce genre de modèle, le ventilateur, aussi appelé ventirad, nécessaire pour refroidir votre CPU est fourni avec et fait suffisamment le boulot. Pas besoin d'investir dans un ventirad supplémentaire et donc économie de vos précieux euros. Petite remarque, si vous souhaitez à tout hasard faire du staking ou monter des masternodes sur votre rig, afin de profiter du fait que votre machine tourne H24 7 jours sur 7, je vous conseille de monter légèrement en gamme niveau processeur pour éviter que votre machine ne freeze à longueur de temps. Un i3 fait parfaitement l'affaire. Ici aussi, le choix de la mémoire vous est imposé par le choix de la carte mère. La mémoire RAM peut se trouver sous deux formes, DDR3 ou DDR4, la DDR2 ayant pratiquement disparu. Une fois cette donnée connue, dirigez-vous vers une barrette de 2 ou 4 Go la moins chère possible. La quantité de mémoire RAM n'est généralement que très peu d'influence sur le minage. Pour info, une barrette mémoire possède deux caractéristiques principales, la fréquence, exprimée en MHz, et le CAS, représenté par un chiffre qui correspond en quelque sorte à la latence. Si nous étions dans le monde du jeu vidéo, où l'on recherche un maximum de puissance, une barrette avec une haute fréquence et une faible latence serait très intéressant. Mais dans le cas du minage, cela reste anecdotique et votre choix doit avant tout être fait sur le prix plutôt que la fréquence ou le CAS. J'ai longuement hésité à parler de cette rubrique maintenant, car le choix que vous allez faire va dépendre principalement du système d'exploitation que vous allez choisir. Mais nous y reviendrons plus tard. En gros, si vous décidez d'installer Windows sur votre machine, vous allez devoir équiper celle-ci d'un disque dur ou d'un SSD. Si vous partez sur un système d'exploitation libre comme Linux ou Ubuntu, ou encore des systèmes spécialement destinés au minage comme HiveOS ou Ethermine, une simple clé USB de 8 Go suffit. Si vous partez sur l'option Windows 10, sachez que celui-ci prend à lui seul pratiquement 20 Go de stockage. Je vous conseille pour ma part de choisir un stockage de minimum 64 Go, voire 128 pour les plus gourmands. Certains me diront qu'avec un SSD de 32 Go, on passe large. Mais pour avoir eu récemment de très nombreux problèmes de mémoire virtuelle insuffisante, notamment pour le minage de green, je vous conseille vraiment de vous tourner vers des modèles 64 Go minimum pour ne pas être pris au dépourvu et ne pas pouvoir miner le coin désiré juste car vous avez voulu économiser 10 € entre le modèle 32 Go et celui de 64. Pour le choix entre un disque dur classique et un SSD, je dirais que le plus important reste le prix. Or, de nos jours, le prix des SSD a drastiquement chuté et il est possible de trouver très facilement des modèles 120 Go à moins de 40 €. Donc, pourquoi se priver ? Si vous faites le choix d'un système comme Ubuntu ou HiveOS, ceux-ci ont la particularité de pouvoir tenir sur une simple clé USB de 8 Go rendue bootable. Dans ce cas, vous économisez le prix du disque dur ou SSD, mais également un branchement électrique sur votre alimentation. Les cartes mères proposant souvent au minimum 2 ports USB, voire 4. Petite précision, il est également possible d'installer ce système sur un disque dur classique ou SSD, mais on perd alors l'avantage de la clé USB. C'est ici le point le plus important pour votre rig, et aussi celui où il ne faut pas radiner. En effet, ce sont les GPU qui fournissent la puissance de calcul
qui va déterminer le nombre de coins que vous allez pouvoir miner en un jour. Plus vous avez de GPU et plus ceux-ci sont puissants, plus votre puissance de hash est importante. Le premier choix va donc se porter sur AMD ou Nvidia. Ici, je vous invite vraiment à regarder mes précédentes vidéos pour savoir vers quel constructeur vous tournez. Petit indice, cela va principalement dépendre des algorithmes que vous souhaitez miner. Vous devez savoir que AMD et Nvidia ne sont que des constructeurs de puces graphiques et que peu importe la marque, une GTX 1070 restera une GTX 1070. Les différents constructeurs comme EVGA, MSI, Asus, Palit, etc. sont en fait des assembleurs. Ceux-ci partent de la puce fournie par AMD et Nvidia pour construire leurs cartes avec un système de refroidissement qui leur est propre, un nombre de phases d'alimentation, etc. Bref, hormis quelques hash par seconde en plus dû à un overclock d'usine différent, il n'y a que peu de différence entre par exemple une GTX 1070 de chez Asus et une de chez MSI. Cependant, un point qui est très intéressant pour moi, c'est de connaître le nombre de phases d'alimentation pour la carte. 6 pins, 6 plus 6, 6 plus 8. Derrière ce charabia se cache en réalité le type et le nombre de câbles provenant de votre alimentation que vous allez devoir utiliser. Pour ma part, je privilégie toujours les cartes avec une seule phase d'alimentation, qu'elles soient en plus 6 ou en plus 8. Pourquoi ? Simplement pour éviter d'utiliser de nombreux câbles de mon alim pour une même carte. Avec par exemple une carte en 6 plus 6, vous allez devoir utiliser 2 câbles. Or, avec ces 2 mêmes câbles, il serait également possible de brancher 2 cartes en plus 6 seules. Bref, ici c'est plutôt une question de goût et d'arrangement des câbles, mais pour ma part, toutes mes cartes sont en simple plus 6 ou plus 8, de la GTX 1060 à la GTX 1080. Attention que pour certains modèles, il n'existe que des versions nécessitant plusieurs câbles, et dans ce cas, il n'y a rien à faire. Bref, le choix des GPU est probablement le plus difficile à faire. Certains privilégient le nombre par rapport à la puissance, d'autres la puissance par rapport au nombre. Pour ma part, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais uniquement votre choix. Ah, l'alimentation. Probablement le choix le plus compliqué après le choix des GPU. Ici aussi, tout le monde y va de sa petite botte secrète ou de sa solution miracle. Certains privilégient une seule très grosse alim, d'autres privilégient plusieurs de capacités plus petites. Ici aussi, cela va dépendre principalement de votre façon de faire et de votre organisation. Dans tous les cas, sachez que le choix de la lime va dépendre principalement du nombre de cartes que vous allez installer sur votre machine. Pour ce que l'on va appeler la base, c'est-à-dire tous les composants sauf les cartes graphiques, comptez un bon 150 watts. On est généralement inférieur à 150 watts, mais comme cela, vous avez un peu de marge. Ajoutez alors la console théorique de vos GPU pour connaître la capacité nécessaire de votre alimentation. Dans tous les cas, donnez-vous un peu de marge et si votre système consomme théoriquement 600 watts, ne partez pas sur un modèle de 650 watts, mais plutôt un modèle de 800 watts pour avoir de la marge. Sachez également que le fonctionnement optimal d'une alimentation se situe aux alentours des 80%, donc ne tirez pas sur la corde au risque d'être trop juste. Au niveau des choix des marques et certifications, j'en vois ici bien trop souvent tenter d'économiser quelques centaines d'euros alors que c'est l'alimentation qui va fournir la totalité des énergies à vos composants. Mettre pour 2000 euros de GPU et vouloir économiser 30 euros sur la lime est quelque chose de stupide et inconscient. Dirigez-vous toujours vers de grandes marques comme Corsair, Cooler Master, FSP, Seasonic en version Gold plutôt que des marques peu connues ou reconnues comme peu fiables à la SAR de Eden ou Advance pour ne citer que. Au niveau de la certification type bronze, silver, gold, platinum, ceci représente le rendement de votre alimentation et dans le cas d'une machine qui va consommer de l'électricité nuit et jour, le rendement prend ici tout son sens et mieux vaut éviter de perdre des euros dans votre facture électrique. Petite remarque, pour avoir très souvent discuté de cela avec des mineurs expérimentés et de grosses fermes de minage, la différence entre la certification Gold et Platinum est négligeable dans le cas du minage. Généralement, la différence de prix entre les deux modèles ne justifie pas l'investissement. Maintenant, si vous parvenez à dénicher un modèle Platinum au prix d'une version Gold, foncez. Dans tous les cas, la certification Gold devrait être votre meilleur allié.
Reste alors à choisir si vous préférez une seule grosse alim ou plusieurs plus petites. Pour ma part, je fais partie de la solution de plusieurs alims, car je peux ainsi mieux répartir mes câbles et disposer celles-ci au mieux sur mon rig. Il est parfois difficile de brancher les GPU les plus éloignés si l'on ne possède qu'une seule alim. De plus, cette solution offre l'avantage que si une alim venait à rendre l'âme, la seconde permettrait toujours de faire tourner une partie des cartes, afin de ne pas stopper totalement la production. Le revers de la médaille est qu'il vous faudra un câble supplémentaire pour brancher les alims ensemble, ou alors vous essayez la technique du trombone. Mais pour 2 € le câble, je préfère ne prendre aucun risque. Pour le choix d'une seule alim, cela offre l'avantage de prendre moins de place, de n'utiliser qu'une seule prise de courant, pratique quand vous avez des dizaines de choses à brancher sur votre multiprise, et généralement cela revient un peu moins cher. À vous de voir de quel camp vous êtes, mais les deux solutions se valent. J'aurais également pu vous parler du type d'alimentation, avec les versions non modulaires, semi-modulaires ou modulaires, mais cela risque encore d'alourdir et d'allonger la vidéo qui est déjà bien longue. Le sujet de l'alimentation est extrêmement vaste et je vous invite à laisser un commentaire si vous souhaitez avoir plus de détails sur le sujet. J'en ai un peu parlé dans le choix du système de stockage et voilà la partie qui lui est consacrée, le choix du système d'exploitation. Comme expliqué plus tôt, vous avez le choix entre notre bon vieux Windows, mais également Linux, Ubuntu pour ceux qui souhaitent utiliser un service libre et gratuit, ou encore les OS dédiés au minage comme HiveOS et Ethermine. Pour Windows, sachez que celui-ci demande quelques petites manipulations de votre part pour être pleinement fonctionnel. Bloquer les mises à jour auto, augmenter la mémoire virtuelle, etc. Ensuite, vous serez en territoire conquis et il ne vous reste plus qu'à installer le miner de votre choix et de vous lancer. Attention cependant, si vous souhaitez vous diriger vers Windows, sachez que celui-ci a du mal à gérer plus de 6 GPU. Il faudra alors réaliser de nombreuses manips pour espérer pouvoir faire tourner plus de GPU. Si votre souhait était de faire tourner 19 GTX 1080 Ti, je vous invite vraiment à vous tourner vers une solution Linux ou Ubuntu qui gère très bien et très facilement un grand nombre de cartes. Maintenant, je sais que pour un grand nombre de personnes, l'utilisation de Linux Ubuntu peut avoir quelque chose de rebutant. C'est la raison pour laquelle des équipes de développement ont mis à point un système d'exploitation dédié au minage. Dans le cas de HiveOS, je vais parler de lui car je n'ai jamais utilisé Ethermine, mais le principe est le même. Il vous suffit de créer la clé USB contenant l'OS et de la placer sur votre machine. Celui-ci va alors s'installer et se configurer automatiquement. Il ne vous restera alors plus qu'à régler les derniers paramètres via votre navigateur internet et le tour est joué. Pas besoin de passer par des lignes de commande ou autres. Tout se fait pratiquement à la souris et au clavier avec une interface simple et claire. Bref, l'idéal pour débuter. Dans le cas de HiveOS, celui-ci est totalement gratuit à l'utilisation, mais devient payant si vous souhaitez contrôler plus de 3 rigs différents. Cela vous laisse donc de la marge et la licence n'est pas très chère comparée aux services fournis. Hormis si vous achetez un rig clé en main ou que vous décidiez de monter le vôtre dans un boîtier, il est fort à parier que votre rig se trouve sur un support type ouvert. Ici, c'est généralement le monde de la débrouille et du bricolage qui prime. Il existe bien des versions prémontées payantes, mais généralement le prix a de quoi en refroidir plus d'un. Pour ma part, une bonne étagère premier prix et un bout de bois font l'affaire. Je m'en sors pour 22 € pour 3 rigs, difficile de faire moins cher et surtout ultra efficace. Les risers sont en réalité de simples allonges pour votre carte mère et vos GPU. En effet, la taille de ceux-ci vous empêche d'en placer plusieurs directement sur la carte mère. On utilise alors des risers pour déporter la zone de fixation et permettre donc d'espacer au mieux vos GPU. Plusieurs modèles et versions existent. On conseille généralement ceux alimentés via PCI plutôt que le Molex, mais pour ma part, je possède les deux et jusqu'à présent, ceux-ci sont aussi efficaces l'un que l'autre. Pour le bouton On/Off, il s'agit d'un simple bouton qui, comme son nom l'indique, permet d'allumer et éteindre votre rig. Il est possible de s'en passer, mais à 10 centimes sur AliExpress, il serait bête de s'en priver. Uniquement utile si vous utilisez 2 ou plusieurs alimentations sur un même rig,
Il permet de mettre en lien les alimentations et leur démarrage synchronisé. Il est également possible de s'en passer et de faire un bricolage sur votre machine, mais à moins de 2 € le câble, j'en ai une dizaine d'avance. Hormis si vous avez prévu le coup et dédié une zone de votre habitation au minage de crypto, il est fort à parier qu'en installant vos machines, vous allez manquer de prise électrique. Comme pour les alimentations, c'est ici un point très important et je vous aide vraiment à ne pas hésiter à prendre un modèle haut de gamme plutôt qu'une simple multiprise de chez Action à 10 €. Il serait dommage que vos 2000 € de GPU partent en fumée car vous avez pris une multiprise à 10 €. Trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage, il coûte généralement moins de 20 € et vous permet de connaître la consommation réelle de votre machine. Certains modèles permettent même d'encoder votre tarif électrique et vous calculent automatiquement le prix de votre consommation. Totalement indispensable et à posséder absolument. Pas indispensable mais bien utile dans de nombreuses occasions. Il vous permettra d'interagir directement sur votre rig sans devoir passer par un accès à distance. Choisissez le modèle le moins cher possible et c'est parti. Pfiou, nous voilà enfin arrivés au bout de cette vidéo et il y a encore énormément de choses à dire. Impossible de parler de tout et surtout de toutes les variantes et possibilités qu'il existe. Cependant, ici je vous ai donné la plupart des bases et points importants pour bien choisir vos composants. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu d'encouragement. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur les réseaux. Ciao les crypto-fans.